Bonjour à tous. Donc je suis Marion Giraud, je suis responsable de production chez Mycophyto. Mycophyto, c'est une jeune start-up de Sofia. Et donc nous travaillons sur une solution naturelle pour l'agriculture. Donc c'est l'association des plantes et des champignons qu'on appelle des mycorhizes. D'abord quelques mots sur cette start-up. Donc c'est une start-up qui a été créée par Justine Licuma, que vous voyez donc à droite sur la photo, qui est docteur en microbiologie et qui a travaillé en fait, pendant ses études sur cette symbiose entre les plantes et les racines. Elle est accompagnée dans ce travail par des personnes qui ont un profil assez différent, ce qui permet d'avoir une complémentarité. Donc, il y a Christine Poncet qui travaille à l'INRA, qui est la conseillère scientifique de Mycophyto. Et il y a Olivier Brett, qui est un entrepreneur qui travaille sur la partie conseil au développement par rapport aux aspects plus business. Quelques éléments sur l'historique. C'est une start-up qui a été créée en fin 2017, donc elle a bientôt 2 ans. Mais l'idée de départ est apparue beaucoup plus tôt. Dès 2015, il y a eu l'idée, donc ce concept que je vais présenter un peu plus en détail tout à l'heure, avec la mise au point des premiers procédés de production. Cette première idée a pu faire l'objet d'une sélection dans un incubateur de start-up, l'incubateur PACA Est, et ça a permis de présenter l'idée de la start-up Mycophyto dans le cadre de différents prix. Et Mycophyto a eu 12 prix de start-up sur les idées, 12 prix différents. Et ça a été une étape importante parce que ça a permis de structurer l'idée et d'apprendre à la présenter plutôt aux financeurs, pas uniquement aux futurs clients qui sont plus les agriculteurs. Ensuite, donc, il y a eu les premières preuves de concept qui ont amené vraiment à la création de la société elle-même. Et donc, depuis la création de la société, les premiers contrats, et actuellement en 2019, donc la structuration vraiment de l'équipe, et là le grand démarrage de la société. Actuellement, nous sommes 7 personnes dans Mycophyto. Alors, pourquoi est-ce que Mycophyto s'appelle Mycophyto? C'est vrai que le mot phyto fait parfois un petit peu peur, ça fait référence aux produits phytosanitaires. Alors il faut savoir que c'est pas du tout ça, donc ça vient du grec myco, qui référence les champignons, et phyto, qui est le végétal. Et donc l'idée c'est vraiment d'utiliser cette symbiose entre les plantes et les champignons, de façon à proposer aux agriculteurs des solutions d'agriculture durable. L'idée c'est d'utiliser les champignons, donc ici vous avez sur le schéma l'ensemble du monde vivant. Il y a la branche en jaune qui constitue les champignons. Et c'est que parmi ces champignons, il y en a un tout petit groupe qui s'appelle les gloméromycota, qui constituent ce qu'on appelle les champignons mycorhiziens arbusculaires, qui sont l'objet de la solution Mycophyto. Ces champignons mycorhiziens arbusculaires sont très particuliers. Donc, comme tous les champignons, ils émettent des spores. Ces spores émettent des ifs, ils germent, ils émettent des ifs, et ils s'associent de façon très intime avec la racine de la plante en formant des arbuscules. Et c'est au cœur de ces arbuscules qu'ont lieu les échanges entre les plantes et les champignons. Donc on voit sur la photo du haut une racine entourée avec des ifs et des spores de champignons mycorhiziens arbusculaires. Et sur la photo qui est en bas, on a des cellules de la plante avec à l'intérieur ces fameux arbuscules qui sont des structures d'échange très importantes entre la plante et le champignon. Et il faut savoir que plus de 80% des plantes terrestres sont capables de créer des relations avec les champignons mycorhiziens arbusculaires ou les CM.
l'idée, c'est d'utiliser cette synergie naturelle que Mycophyto n'a pas inventée, mais qu'elle utilise et met à disposition des agriculteurs. Donc, de façon à utiliser cette synergie naturelle entre la plante et le champignon, on a ici sur l'image deux situations d'une plante qui n'est pas colonisée. Elle va exploiter le sol à hauteur de ses racines qui sont présentes, alors que quand elle est colonisée par les champignons mycorhiziens, elle va pouvoir, les champignons mycorhiziens installent un réseau de mycélium et d'hyphes qui est très important et qui va permettre de capter des nutriments en quantité beaucoup plus importante, et ça permet à la plante de prospecter un volume de sol qui est beaucoup plus important. Et ces effets bénéfiques sont multiples. D'abord, il y a l'augmentation du surface d'échange entre la plante et le sol qui peut être multipliée jusqu'à 1000. Donc effectivement, ça permet de vraiment prospecter un volume qui est considérablement plus élevé. On a des effets de biostimulation et de bioprotection de la plante qui permettent notamment de travailler sur des utilisations plus modérées, plus adaptées des engrais et des pesticides. Alors, l'innovation de Mycophyto, c'est d'imaginer des solutions mycorhiziennes qui vont être spécifiques à chaque terroir. Donc, notre méthode de travail, ça se déroule en 4 étapes. Donc, il y a d'abord une étape de prélèvement de sol, donc le prélèvement du sol d'intérêt. Ce sol va faire l'objet d'analyses microbiologiques et d'une étude aussi sur les itinéraires de culture de l'agriculteur. La deuxième étape, c'est une étape de sélection, donc des mycorhizes qui sont présents, sélection de ceux qui ont le plus de potentiel. Et parmi ces souches qui ont le plus de potentiel, elles vont être multipliées et amplifiées. Donc ce sont des souches indigènes qui viennent de l'agriculteur avec qui on est en collaboration. Après multiplication, ces souches vont être inoculées sur les plants d'intérêt. Donc ici, on a une situation avec des jeunes plants. Et enfin, on propose donc un suivi des cultures de façon à vérifier l'effectivité de la mycorhization et les effets de la mycorhization. Donc c'est assez différent de ce que propose il y a d'autres sociétés qui proposent des solutions à base de mycorhizes. En général, ce sont des solutions génériques avec des souches qui sont des souches plutôt de laboratoire qui sont très faciles à produire. Donc là, on a le côté efficacité puisque le lien avec la plante, avec le climat, avec le type de sol est permis par ce prélèvement dans la zone de culture. On a donc une durabilité et une spécificité de cette solution. Ce concept, donc on l'a travaillé sur 2 filières. Donc la première filière dont je vais vous parler un petit peu plus, c'est la filière de la lavande, dans le cadre du projet Nicolas, qui intègre d'autres partenaires. Il y a également des travaux en relation avec l'INRA et l'Université Côte d'Azur, qui s'appelle le projet Impact, donc sur la tomate. Il y a également des travaux sur le rosier, en collaboration avec le lycée agricole d'Antibes. Donc je vais vous donner un peu plus d'éléments sur le projet Nicolas, qui présente en fait ces différentes étapes de travail. Quelques éléments sur le projet Nicolas, vous voyez les nombreux partenaires. C'est une filière qui représente à peu près 20 000 hectares de production de lavande et de lavanda dans le sud de la France, pour une production de 1300 tonnes d'huile essentielle par an et un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros. C'est des cultures sur lesquelles il y a des problèmes qui apparaissent, notamment avec la faible diversité génétique. Donc, par exemple, on a 85% des surfaces avec le clone Grosso, qui est un clone de lavandin. Donc c'est vrai qu'il y a peu de diversité. Peu de rotation aussi, puisque ce sont des zones de culture qui sont très particulières, avec des sols qui peuvent peu héberger d'autres types de plantations. Et on a
l'impact du changement climatique, bien sûr, et aussi des pathogènes qui apparaissent, et notamment des gros problèmes de dépérissement. Donc ça, ce sont le contexte dans lequel le projet Nicolas a démarré, de façon à réfléchir à des solutions alternatives pour avoir une durabilité des systèmes de production lavande et lavande. Alors, par rapport aux différentes étapes que je citais tout à l'heure, donc la première étape, donc, ça a été une analyse des sols et des itinéraires de production. Donc là, il y a deux types de cultures, il y a le lavandin et la lavande. Ces cultures certaines sont en culture conventionnelle, donc avec l'utilisation d'engrais, de pesticides chimiques. Et on a également certains qui sont en culture biologique. Donc il y a eu des prélèvements qui ont été faits dans ces différents contextes, de façon déjà à comprendre l'impact des pratiques culturelles de l'agriculteur sur la diversité, sur la population de champignons mycorhiziens. Ensuite, il y a eu une étude de l'abondance des champignons mycorhiziens. Donc, dans le cadre de cette étude, on compare ici sur le lavandin l'impact donc des cultures conventionnelles et des cultures biologiques. Donc, il y a également eu une comparaison qui a été faite entre des zones où les lavandins présentent du dépérissement et d'autres où ils n'en présentaient pas. Donc de même, en situation de culture biologique, il y a la présence de dépérissement et sans présence de dépérissement. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a un effet de l'itinéraire de culture sur l'abondance des champignons mycorhiziens. Il y a également un lien qui est fait ici entre l'état sanitaire de la culture et l'abondance des champignons mycorhiziens. Donc on peut supposer que l'abondance plus importante de champignons mycorhiziens a un effet protecteur, participe à la limitation de l'impact du dépérissement de la lavande. Alors ensuite, l'inoculum prélevé sur le terrain a été multiplié en interne et réinoculé sur des jeunes plants. Ensuite, ces cultures ont été suivies, donc en partie dans le champ des agriculteurs, en partie dans les serres de mycophyto. Et il y a eu un suivi de la croissance des plants, de l'envergure des plants, au cours de la saison qui a suivi leur inoculation. Et donc ça a été très clair que les plants inoculés avec des champignons mycorhiziens indigènes ont eu une croissance accélérée sur les premiers mois de culture. Il y a eu également, dans le monitoring des cultures, le suivi de la concentration en éléments nutritifs dans les feuilles. Donc là, ce sont des documents, c'est peu contextualisés parce que ce sont des éléments qui font faire l'objet de publications. Du coup, j'ai pu retirer quelques éléments. Mais ce qui a été mis en évidence, c'est une augmentation de la teneur en éléments nutritifs dans les plants qui avaient été inoculés. Donc ce travail sur le projet Nicolas, c'est un exemple de justement ce déroulement en 4 étapes. Mais on réfléchit, on met en place une innovation sur le procédé de façon à utiliser les biotechnologies et toutes les informations qui peuvent être collectées au sein du Big Data. Donc l'idée, c'est d'avoir une sélection des souches qui est optimisée. Et donc ce projet a fait l'objet a été présenté au concours iLab et a été lauréat du concours d'innovation iLab. L'idée, c'est de garder l'efficacité symbiotique tout en maîtrisant aussi les coûts et les délais de production. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le fait de sélectionner le sol de l'agriculteur chez qui on travaille, de l'amplifier et de le réintroduire, ça prend beaucoup de temps, ça a un coût important. Et dans l'idée de pouvoir proposer cette solution à un plus grand nombre, il faut absolument qu'on optimise cette phase de sélection.
Donc il y a toute une étape de compréhension. Alors le schéma est un petit peu compliqué, mais je vais regarder dans ces grandes lignes. Donc la première étape, c'est d'abord, nous avons une collection qui va s'augmenter au cours du temps et au cours des projets qui sont mis en place. Qui vont constituer en fait une base de données au fur et à mesure où on va connaître ces différents CMA. On a également une base de données sur le potentiel agronomique, sur l'efficacité. Donc tous ces éléments vont être combinés avec des données météorologiques, des données sur le type de sol, des données sur les types de cultures. Et tout ça va être combiné de façon à pouvoir avoir une sélection d'un mix de champignons mycorhiziens qui va être adapté à la culture cible. Donc pour le moment, donc ce que Mycophyto propose comme partenariat, c'est d'abord des prestations d'analyse microbiologique des sols, justement dans cette phase de sélection, d'audit, et ensuite de mycorhizer à façon les plants et réaliser l'impact et l'efficacité sur le rendement, sur la qualité, le suivi sur les plants. Donc actuellement, nous avons des contrats avec des industriels, des producteurs et aussi des instituts techniques dans le cadre des différents projets. Ce qui est prévu pour demain, donc à l'issue de ce fameux process iLab, c'est d'avoir une gamme de mix de champignons mycorhiziens qui sont adaptés aux différents contextes et de pouvoir les mettre à disposition des pépiniéristes, des distributeurs de plantes. Voilà, je vous remercie. Donc si vous souhaitez vous contacter ou regarder des éléments, donc il y a le site internet que vous pouvez consulter. Et bien sûr, moi, je suis présente et disponible pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Je comprends que les mycorhizes favorisent l'absorption des nutriments. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'appauvrissement du sol? Ou comment on se protège contre ça pour reconstituer la réserve dans le sol? Alors, les mycorhizes ne vont pas participer à l'absorption des nutriments tels que le fait la plante. Oui, donc ça l'accélère. Oui, du coup, les prélèvements sont optimisés. Donc ça ne remplace pas l'utilisation pour un agriculteur, par exemple, l'utilisation de fertilisation adaptée à sa culture en fonction des exportations qu'il va faire sur sa culture. Si je peux me permettre, ça peut diminuer en revanche les effets d'eutrophisation, parce que tout ce qu'on met dans le sol va dans la plante et non pas dans les cours d'eau derrière. Oui. Donc, ça augmente l'efficacité. Ça diminue la pollution. Oui, il y avait une question derrière. Désolé. Est-ce que vous définissez comme une entreprise impact positif et, parce que je ne sais pas si vous connaissez Mélanie Marcel, c'est une entrepreneuse qui a un cabinet de conseil et qui met en lien des chercheurs avec des startups sociales scientifiques. D'accord. Notamment, il y a une startup belge qui s'appelle Biodiversity qui fait quelque chose, ça n'a pas de rapport avec les mycorhizes, mais qui utilise les abeilles pour détecter les insecticides pour les communes. Et donc, ils ont une mission et leur but, voilà, c'est pas de faire du profit, le profit est un moyen pour mettre à temps pour eux. Donc, est-ce que vous vous rangez dans cette... Oui, effectivement, parce que là, donc, comme je disais tout à l'heure, Mycophyto n'a pas inventé les mycorhizes. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition du plus grand nombre cette solution qui est naturelle. Et ce qu'on voit quand on fait les études de sol, c'est que les pratiques agricoles conventionnelles appauvrissent énormément la biodiversité des sols. Donc l'idée, c'est de restaurer aussi la biodiversité des sols et d'avoir un impact positif sur l'environnement. Et les producteurs ont besoin d'une gamme de solutions pour remplacer ces solutions qu'ils avaient jusqu'à présent, les engrais, les pesticides. Donc ça participe aussi de leur proposer des solutions pratiques et qui leur permettront justement de limiter leur impact sur leur environnement.
La solution de mycorhize, c'est une solution qui est spécifique à un type de culture ou à une culture particulière et à un type de sol. Il faut comprendre la plante et comprendre le sol pour identifier la bonne souche de mycorhize. C'est pour ça que nous travaillons sur les mycorhizes indigènes. Donc justement, ces mycorhizes indigènes, elles sont déjà présélectionnées par le climat, par le type de sol, et si le terrain est en culture, par la culture qui est déjà installée dessus. Et donc, imaginons, alors c'est pas le cas des lavandes, mais imaginons qu'il y a un phénomène de rotation justement qui participerait à améliorer la gestion de l'exploitation des cultures. À ce moment-là, sur les plantes en rotation, il faudrait développer ou adapter des mycorhizes appropriés à la plante qui viendrait derrière la culture. Alors imaginons une parcelle qui est en rotation depuis 15-20 ans avec les mêmes rotations. Il va y avoir des prélèvements de sol et du coup, c'est l'hypothèse aussi de départ, on va considérer que les espèces qui sont présentes, elles ont été sélectionnées aussi par ce principe de rotation appliqué par l'agriculteur. Peut-être qu'elles pourraient s'adapter aux cultures suivantes. Du coup, elles sont capables effectivement de poursuivre dans le cadre de cette rotation. J'imagine que les mycorhizes sont sensibles aux fongicides. Oui. Du coup, c'est impossible d'utiliser sur les vignes ou sur toutes les plantes. C'est pour ça qu'on étudie aussi l'itinéraire technique qui est pratiqué par l'agriculteur, de façon à mettre aussi en place un cahier des charges pour une bonne mise en place de la mycorhisation. D'accord. Surtout au moment de la mise en place de l'inoculation, de l'installation des jeunes plantes. Parce que c'est dans les racines. Voilà, et après ça va dépendre effectivement du type de fongicide, mais on a assez peu d'informations en fait sur l'impact des fongicides sur la flore qui est présente dans le sol. Typiquement avec la ville d'Ouest, c'est mort. Mais quand on étudie le sol de la vigne, il y a déjà des mycorhizes qui sont présents. Par la feuille. Oui, je ne sais pas si ça migre, mais... Il y a des champignons mycorhiziens qui sont présents en vigne, donc, malgré, on va dire, des pratiques qui peuvent être conventionnelles, donc c'est quand même possible d'avoir... C'est peut-être justement aussi ça l'idée de l'indigène, c'est qu'on va prélever des choses qui ont réussi à résister à toutes ces pratiques agricoles. Merci, c'était très intéressant. Est-ce que la société Marelle est présente? Oui.